Bon. Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Mathieu Poulain. Je suis professeur de littérature au Collège Huntsic depuis 2009. Donc, objectif permanence 2035, hein, on y croit, on lâche pas. Je vous remercie d'être là aujourd'hui, de m'écouter présenter donc, le résultat d'une petite expérience que j'ai faite la session dernière. Expérience qui a eu un double avantage, si on veut, c'est-à-dire tout d'abord de rendre ma session beaucoup plus agréable. Et ça, on ne crachera pas sur ça compte tenu des circonstances actuelles. Hein. L'enseignement à distance n'est pas nécessairement quelque chose de très facile sur le moral. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais le deuxième avantage du côté des étudiants, c'est que ça aura de beaucoup augmenter leur performance. Donc, il y a eu des clairs avantages pédagogiques à cette petite expérience qui est, je vous le donne en mille, de toute façon, vous le savez déjà parce que vous avez le titre, vous avez vu le titre de la présentation. Donc, c'est l'intégration de MEM au cours. Alors, sans plus tarder, je bascule en mode de présentation PowerPoint. Ce document-là, j'imagine, vous sera rendu disponible ainsi que d'autres documents connexes. Alors voilà, j'ai intitulé la présentation Le mème pédagogique, engager l'étudiant par l'humour à l'ère de la culture Internet. Je tiens à dire d'entrée de jeu que je ne prétends pas, loin de là, être le premier à avoir eu l'idée d'intégrer des mèmes, ou peut-être parfois, je veux dire, des mimes. Là. Je suis encore en train d'essayer de réorganiser mon cerveau pour franciser le terme. Mais donc, je ne prétends pas être le premier à avoir eu l'idée d'intégrer des mèmes à des cours. Et même, en toute transparence, la session dernière, j'ai décidé de faire ça moi-même après avoir vu les résultats d'une expérience faite par une de mes amies qui est elle-même professeure de français au Collège du Vieux-Montréal. Donc, Maude Neveu-Villeneuve, je te salue. Si donc cette présentation existe aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi. Et donc, elle-même, dans la première moitié, je dirais, de la session dernière, avait demandé à ses étudiants de faire des mèmes par rapport à une pièce de Molière, si je ne m'abuse, et elle avait été très impressionnée par les résultats. Je me suis dit, tiens, je vais essayer l'exercice moi-même, et à mon tour, j'ai été tout à fait enchanté par ce que ça a donné. Alors, allons-y sans tarder avec la présentation. L'idée, voilà, c'est de combattre le désintérêt des étudiants, désintérêt ou désengagement qui est encore plus marqué donc en cette période d'enseignement à distance. En fait, avant le début de la session dernière, c'était une grande crainte que j'avais quand je pensais à comment j'allais adapter mon enseignement. Je me disais, les étudiants qui vont être isolés chez eux à la maison vont avoir de la difficulté à s'investir dans la matière et surtout dans des cours de formation générale comme les cours de français, des cours auxquels ils ne sont pas nécessairement à la base très intéressés. Donc, c'était quand même un défi qui m'angoissait et en bout de ligne, l'utilisation de mèmes. Il y a peut-être d'autres choses là, qui ont contribué au succès de ma session, mais je dois avouer que l'expérience de l'enseignement à distance a été beaucoup moins difficile que ce à quoi je m'attendais. Mais je peux quand même imaginer que dans bien des cas, pour bien des professeurs, donc le manque d'engagement a été un problème qui a été accentué par l'enseignement à distance. Et ça, je crois que c'est le problème de l'engagement est un problème encore plus important si les ouvrages qu'on fait lire sont des ouvrages qui sont particulièrement difficiles. Moi-même, lorsque je prévois mon plan de cours, je m'arrange toujours pour avoir un équilibre entre des textes plus accessibles et des textes qui représentent davantage un défi pour les étudiants. Le texte difficile de mon cours de littérature québécoise, c'est Prochain épisode d'Hubert Aquin, donc un ouvrage que j'enseigne depuis déjà longtemps. Et donc, la perspective d'avoir enseigné Prochain épisode à distance, déjà que lorsqu'on est en présentiel, que je vois beaucoup les étudiants, que je suis en contact direct avec eux 4 heures par semaine, c'est pas nécessairement quelque chose de facile. C'était quelque chose qui générait en moi une certaine angoisse. Quelle est ma stratégie, disons, habituelle? Et là aussi, je ne prétends pas avoir inventé quoi que ce soit, mais ma stratégie habituelle pour essayer d'impliquer davantage les étudiants dans les cours, c'est donc de faire normalement beaucoup de liens avec la culture populaire. Bon, moi-même, je suis, je crois, un assez grand consommateur de culture populaire et donc j'ai réalisé très vite dans ma carrière que d'entrée de jeu, les étudiants, lorsqu'ils entrent dans les cours de français, souvent ont l'impression que la matière ne les concerne pas
pas, hein, surtout si on enseigne des cours comme nous, Français 101, c'est littérature française du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution. Les étudiants ont de la difficulté à se reconnaître dans ces textes-là, dans les poèmes de Louise Labbé, de Joachim du Bellay, etc. Ils ont l'impression que ça ne les concerne pas. Donc, si on trouve moyen d'établir des liens avec des éléments de culture populaire, donc avec des références qu'on pourrait avoir en commun avec les étudiants, mais généralement, ça aide à amoindrir cette distance-là et ça contribue beaucoup à les impliquer dans le cours. Donc, moi-même, j'ai souvent fait des liens avec des jeux vidéo, je joue quand même pas mal à des jeux, ou sinon, je sais qu'au début de la carrière, là, il y avait How I Met Your Mother qui était quand même très populaire. Là, je faisais beaucoup de liens avec ça et ça fonctionnait. J'allais chercher quand même beaucoup d'étudiants qui auraient été à la base désintéressés avec ces références-là, d'autant plus que ça contribue à humaniser le prof, hein, les références à la culture populaire. Ça vient briser un peu l'espèce d'image du professeur qui ne s'intéresse qu'à la culture savante, qui méprise donc disons, la vie sensible, etc. Donc ça, le rapport, du moins la vision que les étudiants peuvent avoir du prof, ça va jouer hein, sur leur investissement émotif dans le cours. Donc les références à la culture populaire, eh bien, ça peut faire une bonne différence. Sauf que ce que j'ai réalisé au cours des dernières années, c'est que si ça fonctionnait bien initialement pour moi de faire ça, parce que bon, j'ai commencé à enseigner au cégep, j'avais 25 ans, les étudiants avaient 17, 18, 19, on avait pas mal les mêmes références. Mais là, bon, après 11-12 ans d'enseignement, je commence à sentir quand même le fossé générationnel. Nous n'avons plus les mêmes références, nous n'écoutons plus les mêmes émissions, nous n'utilisons plus nécessairement les mêmes applications. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire justement pour essayer de reprendre cette idée de lien basé sur la culture populaire, sur sur des référents qui touchent les étudiants. Et ce qui s'est imposé, c'est le mème. Moi-même, sans être un consommateur insatiable de mèmes, je veux dire, je demeure exposé au quotidien à des mèmes, le moindrement qu'on se promène sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Les mèmes prennent une énorme place sur ces plateformes-là. Et donc, je me suis dit, ça, même si on n'est pas exposé exactement aux mêmes mèmes, si les références peuvent parfois être différentes, le concept même est quelque chose qui risque de me permettre de connecter avec les étudiants et ça s'est avéré juste. Quelques mots, par contre, bon, pour ceux peut-être qui sont moins familiers avec le concept du mème. Je ne m'éterniserai pas ici, surtout que j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez quand même ce qu'on entend par ça, mais je veux être certain que tout le monde parte avec la même base. Disons, élément de base de définition, hein, ce que Wikipédia en dit. Ce qu'on peut lire sur la page de Wikipédia, c'est un mème est un élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le mème, même si on l'associe beaucoup à la culture Internet, à la culture du web, n'est pas apparu avec Internet. C'est quelque chose qui existait auparavant. En fait, à la base, c'est un concept qui a été développé, si je ne m'abuse, par un biologiste, Richard Dawkins, si je ne m'abuse, son nom. Lui, il a inventé le mot en mélangeant gène et mimésis, si je ne m'abuse, encore une fois. Donc, on a réalisé que, bon, surtout avec l'explosion d'Internet au cours des dernières décennies, c'était un type de production culturelle qui gagnait en popularité. C'était quelque chose qui correspondait à la définition du mème qu'avait développé initialement Richard Dawkins. Donc, plus précisément, c'est une pratique culturelle qui rappelle le running gag en quelque sorte. Donc, à la base, il y a il y a quelque chose d'humoristique dans la très, très grande majorité des mèmes. Mais quand je dis running gag, il y a un peu aussi gag d'initié dans la mesure où, pour comprendre les mèmes, souvent, il faut avoir vu d'autres versions du même mème qui précédaient. Donc, généralement, comment ça fonctionne, c'est on va partir d'une image qui est virale, qui a gagné une certaine popularité sur Internet et on va apposer du texte, une espèce de légende qu'on va s'approprier. Donc, de cette manière-là, on va donner un nouveau sens donc à l'image qui circulait déjà. Et là, constamment, ces images-là vont être appelées à évoluer, parfois avec des logiciels de manipulation de photos. On va ajouter des détails. Parfois, on va en faire des petites bandes dessinées. On va raconter des histoires à l'aide des mèmes. Mais si on pouvait en venir à une espèce de
de définition de base technique du mème, du moins ceux les plus populaires, c'est on a une image, comme là, ce qu'on voit ici en exemple à droite, une image réutilisée souvent à laquelle on va apposer du texte pour donner un nouveau sens. Donc là, l'image de la petite fille devant une maison qui brûle. Et là, ben, ça, c'est un mème qui a été fait par de mes étudiants dans leur lecture de prochain épisode. Donc là, la petite fille est associée à H de Hertz et la maison qui brûle, c'est la vie du narrateur espion. Donc, ça permet aux étudiants d'exprimer que selon eux, ben, l'objectif du personnage de H de Hertz, c'est de rendre la vie du narrateur espion un véritable enfer. Donc, comme je le disais, le mème est souvent utilisé pour créer un effet comique, mais aussi pour exprimer un état d'âme devant une situation particulière ou même pour formuler un commentaire sur l'actualité. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment donc, on voit lorsqu'on est en campagne électorale, on l'a vu aux États-Unis récemment, donc les mèmes sont devenus une espèce d'outil de mobilisation, étant donné que la réalité se passe de plus en plus sur Internet, surtout dans un contexte de confinement. Aussi, quelque chose qui est intéressant pour les mèmes dans une perspective pédagogique, c'est que ce n'est pas le cas pour chacun d'entre eux, mais il y en a plusieurs qui fonctionnent sur le mode de la métaphore ou de l'analogie. Le mème va établir un lien entre deux idées, comme on le voit ici, encore une fois, avec l'exemple qu'on retrouve sur cette diapositive-là. Alors, à la base, on a une image, une petite fille devant une maison en feu et on va établir un lien avec le prochain épisode. Donc, le sens est créé de la jonction de deux éléments, comme c'est le cas pour une comparaison ou comme pour une métaphore. Donc, parce que on ne se mentira pas, on est constamment en train de réexpliquer aux étudiants les procédés d'écriture. Donc, si vous cherchez des nouvelles façons d'expliquer les procédés d'analogie, peut-être passer par le mème pourrait être une bonne stratégie pour, faire allumer des lumières dans l'esprit de vos étudiants. Du moins, si je me fie à mon expérience, ça va bien fonctionner. Donc, si vous n'êtes pas encore tout à fait certain de comprendre le mème, bien là, étant donné qu'on est limité dans le temps aujourd'hui, je vous inviterais donc à aller notamment chercher mème Internet là, dans Wikipédia en français. La fiche est très éclairante. Moi, j'ai utilisé les mèmes, comme je l'ai évoqué il y a de cela quelques instants, pour mon exercice sur prochain épisode. Donc, prochain épisode, c'est un roman qui m'est cher. En fait, c'est le roman pour lequel moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature. Lorsque j'étais au cégep, au collège Lionel Groulx, mes deux premiers cours de littérature, je les passais sans véritablement lire les livres, je m'en confesse. Donc, je n'étais pas du tout un lecteur, mais je ne faisais pas de faute, donc je passais quand même. Mais lorsque j'ai eu à lire prochain épisode, il y a eu un déclic qui s'est fait en moi. Je me suis dit, ça, c'est intéressant. Et ensuite, je suis allé en littérature à l'université. Maintenant, je suis prof de français au cégep. Jamais j'aurais eu ce parcours-là sans la lecture de prochain épisode au cégep. Donc, pour moi, c'est important de continuer de faire lire ce roman-là à mes étudiants, même si, je dois l'admettre, le taux de succès est quand même assez variable. Vous le savez sans doute, c'est un roman qui est difficile d'approche, très complexe dans sa forme. En plus, le contexte des années 1960 commence à être de plus en plus éloigné de nous. La ferveur révolutionnaire québécoise, c'est quelque chose à quoi les étudiants s'identifient de moins en moins. Mais je persiste et je signe. Mais comme je le dis, voilà, le taux de succès a été variable. Souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je réalise que la difficulté du roman va décourager les étudiants, surtout que par le passé, j'attribuais quand même pas beaucoup de points à la lecture de prochain épisode à l'échelle de ma session complète parce que je ne voulais pas pénaliser trop les étudiants qui avaient plus de difficultés. Alors, ce que je réalisais, c'est que souvent, les étudiants, donc après, 30-40 pages, finissaient par se dire « OK, c'est trop difficile ce livre-là, je comprends rien, je ne comprendrai pas, je suis prêt à sacrifier ces points-là » et finissaient par soit abandonner la lecture du livre ou en faire une lecture très, très, très superficielle. Donc, c'est un défi auquel je faisais face. Et donc, pour essayer d'améliorer l'expérience de lecture des étudiants, les approches pédagogiques, j'ai souvent revu les méthodes d'enseignement de ce livre-là. À chaque fois que je revoyais la technique, j'obtenais des résultats un peu plus satisfaisants, mais c'était jamais exactement ce que je recherchais. Là, je ne pouvais pas chasser de moi l'impression qu'il y avait à chaque session 6-7 étudiants qui avaient compris, mais que tout le reste avait fait comme « OK, c'est juste pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. » Alors voilà, donc parmi les stratégies que j'utilisais, j'ai commencé avec des tests de lecture. Donc, lisez le livre pour telle date, ensuite je vous questionne, ça ne fonctionnait pas. Ensuite, des questions de lecture qui leur étaient distribuées avant leur lecture. Donc ça aidait un petit peu, mais encore une fois, ils se concentraient juste sur ces quelques éléments-là, puis le reste de leur lecture était trop superficiel. Ensuite, des discussions en classe où je
je les interpellais, mais bon, étant donné qu'ils ne se sentaient pas en confiance par rapport à leur lecture du roman, souvent ils hésitaient à répondre, puis en bout de ligne, c'était juste moi qui parlais du livre parce que la discussion ne levait pas, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, je progressais un petit peu, mais ça ne fonctionnait jamais à mon goût. Et aussi, ce que je constatais, c'est qu'à la fin de la session, lorsque je faisais, disons, un questionnaire d'évaluation du cours, ben, beaucoup d'étudiants qui écrivaient dans les éléments à améliorer du cours, ben, prochain épisode, hein, ils disaient qu'ils n'avaient rien compris, il fallait changer ce livre-là, l'enlever du programme, etc. Donc, tu sais, c'est quand même, je pense que j'ai contribué au traumatisme littéraire d'un certain nombre d'étudiants par le passé en raison de l'imposition de la lecture de prochain épisode. Cela dit, cette session-ci, l'expérience a été tout à fait différente et autant les étudiants que moi-même ont beaucoup gagné, je crois, de l'approche qui a été adoptée, c'est-à-dire bon, l'inclusion de mèmes dans les travaux qu'ils avaient à faire. Donc, je vais vous présenter dans un instant la forme que ça prenait. Donc, tu sais, souvent, dans mon document, comme vous voyez, il y a des images et ça, c'est presque systématiquement des mèmes qui m'ont été envoyés par des étudiants dans le cadre de leurs travaux. Celui-là, ici, m'avait d'ailleurs fait beaucoup rire et je me dis que même si on est tous des profs de littérature, ça ne veut pas dire qu'on comprend tous parfaitement le prochain épisode. Donc, je crois que plusieurs d'entre vous seraient même en mesure de vous identifier donc à cette petite histoire. Ensuite, donc, quelle est plus précisément l'approche que j'ai adoptée cette session-ci? Bien, là, je fais un survol. Là, si vous voulez avoir le détail des consignes, je vous encourage à aller parcourir la documentation là, qui va être jointe à cette présentation-là. Alors, j'ai tout d'abord divisé le roman en 4 parties. Et donc, la lecture du roman s'est échelonnée sur 4 semaines, alors qu'auparavant, je passais 2, 3 semaines maximum. Là, j'ai vraiment pris le temps de voir ça. Je nous ai donné le temps, en fait, de lire correctement. Et pour la séparation en 4 parties, j'ai utilisé la séparation qu'on retrouve dans la version livre audio de prochain épisode qui est disponible gratuitement sur le site de Radio-Canada. Alors, c'est Alexis Martin là, qui en fait la lecture. Et ça, je sais que plusieurs de mes étudiants ont beaucoup apprécié pouvoir lire le roman en l'écoutant en même temps. L'intonation de l'acteur pouvait les aider à mieux comprendre certains passages plus lourds. Donc, on divise ça en 4 parties. Et avant chacune des parties, je leur distribuais généralement, c'était 7 questions de lecture, donc qui visaient à attirer leur attention sur certains aspects. Et ces questions-là, ben, ils devraient y répondre ensuite et leur réponse allait compter. Par contre, la première des 4 parties, j'ai fait ça sous forme, en utilisant une approche formative, là, donc il n'y a pas eu de points associés à ça. Là. Simplement, je voulais les mettre en confiance, m'assurer que tout le monde comprenne le projet de base qui était celui du Baraquet lorsqu'il écrivait prochain épisode. Donc, le retour sur la partie 1 s'est fait en grand groupe virtuel, là, évidemment. Évidemment, je reposais les questions aux étudiants, savoir quelles étaient leurs pistes de lecture et je complétais. Et déjà là, j'avais quand même un bon feeling. J'avais l'impression que cette fois-ci, peut-être mes étudiants, je suis bien tombé, était peut-être plus fort cette session-ci, mais déjà, ça décollait. Là. On voyait que le pain était en train de lever. Ensuite, lors des 3 semaines suivantes, donc, j'ai divisé les classes en équipes de 6 ou 7 étudiants et les équipes allaient demeurer fixes tout au long de la lecture du roman. Et donc, ils allaient avoir à faire 3 travaux, donc à un travail par semaine sur les 3 parties du roman restantes. Alors, plus précisément, comment on procédait? Eh bien, nous, à ANSIC, c'est 2 cours de 2 heures par semaine. Je sais que dans certaines institutions, c'est 1 cours de 4 heures, mais nous, c'est 2 fois 2 heures. Et moi, l'approche que j'ai adoptée pour l'enseignement à distance, c'est le premier cours de la semaine en version asynchrone et le deuxième cours de la semaine en version synchrone. Et ça, c'est une stratégie qui s'est avérée très efficace. Les étudiants ont beaucoup apprécié. C'est certain que je continue dans cette voie-là. Et donc, le cours synchrone, le deuxième cours de la semaine, bien, la moitié de ce cours-là était consacré à des discussions d'équipe autour des questions de la semaine. Donc, lorsqu'on arrivait au cours synchrone, les étudiants avaient à la fois lu les questions de la semaine, mais également la partie du roman. Et là, je
divisait en faisant des breakout rooms là, sur Zoom. Et là, les étudiants en équipe passaient en revue chacune de ces questions-là. Chacun partageait des pistes de lecture, des pistes d'interprétation et pour essayer de construire une espèce de bassin d'idées qu'ils allaient ensuite avoir à mettre au propre. Donc, la discussion durait quoi, une cinquantaine de minutes par semaine. Et ensuite, les étudiants avaient quelques jours pour envoyer leur travail d'équipe au propre. Alors, je demandais des réponses d'environ une centaine de mots à chacune des questions. Mais bon, certains étudiants se sentaient très inspirés puis ils me répondaient des 300, des 400 mots par réponse. Généralement, les étudiants inspirés étaient ceux qui avaient le mieux compris le roman, mais j'étais content de voir ça quand même. Je m'assurais donc aussi de ne pas leur demander de me remettre ce travail-là au propre dès la fin du cours synchrone parce qu'il aurait été trop pressé dans le temps. Je ne pense pas que ça aurait donné des travaux de qualité. Donc, concrètement, je leur demandais de me remettre ce travail-là pour le cours asynchrone de la semaine suivante. Donc, ça leur laissait quelques jours pour finaliser ce travail-là. Et ensuite, ils avaient les jours entre le cours asynchrone et le cours synchrone pour faire leur lecture de la partie suivante du roman et ensuite pouvoir enchaîner rendu au cours synchrone. Là où s'intègre le MEM, c'est simplement sous forme de points bonus. Alors, l'essentiel du travail, pour aller chercher des points, mais il fallait faire des bonnes réponses aux questions, des réponses qui reposaient, ou du moins qui témoignaient d'une bonne compréhension du texte, qui étaient assez longues, qui reposaient sur des exemples précis. Et à ça, il pouvait, s'il le désirait, ajouter un MEM, qui devait, pour obtenir un point bonus, être pertinent, ou du moins témoigner d'une bonne compréhension de la partie du roman à lire. Donc, initialement, mon but, c'était simplement un peu d'alléger l'atmosphère. On était en période de confinement, les gens n'ont rien à faire, c'était lourd, on arrivait peut-être aux 2 tiers de la session, les gens commençaient à manquer d'énergie. Donc, je voyais ça simplement comme étant quelque chose de ludique, mais force est d'admettre qu'il y a eu des nets avantages pédagogiques à faire ça. Et donc, je l'avoue, il y a certains étudiants qui, tout au long de certaines équipes, en fait, qui ne m'ont jamais remis de MEM, mais ça demeure une minorité. Là. La grande majorité des équipes ont sauté sur l'occasion et ont produit des MEM très divertissants, très fins également dans leur lecture du roman. Et ces MEM-là étaient généralement liés à des travaux d'une très grande qualité. Comment je procédais pour la correction et la rétroaction? Simplement, les documents eux-mêmes, je faisais une correction en utilisant la fonction commentaire là, sur Word, fonction à laquelle je suis devenu très habitué en cours de session. Au début, je trouvais ça fastidieux, très long, mais j'ai développé des mécanismes et en bout de ligne, maintenant, j'avoue que ça ne me dérange plus vraiment de corriger sur Word. Même, je vais peut-être blasphémer pour certains, je trouve que ça va même mieux que corriger à la main désormais. Alors, ne me lancez pas de tomates. Chacun trouve sa façon de travailler, mais j'avoue que je n'aille pas ça finalement. En tout cas, donc, je réenvoyais ces travaux commentés-là aux étudiants, mais je trouvais que ce n'était pas tout à fait suffisant là, parce que je voulais aussi m'assurer que si les étudiants avaient mal compris certains éléments, ils sont en mesure de bien comprendre, hein, forcément. Sauf que, étant donné que j'avais juste une séance synchrone par semaine, la moitié de cette séance-là était déjà consacrée à des discussions d'équipe sur le roman. Également, j'avais des notions méthodologiques à passer. J'ai décidé de faire un retour sur les parties du roman sous forme de capsules préenregistrées dans lesquelles, je revenais sur les questions de la semaine. Donc, ces capsules-là étaient très appréciées des étudiants. Je vais même vous rendre disponibles les liens pour les visionner, voir à quoi ça ressemblait. Là, je m'en tenais à des 15 minutes par semaine dans lesquelles je revenais sur les questions. En plus de ça, je remettais, après la remise des travaux, un résumé détaillé de la partie du roman complété, donc chapitre par chapitre, les éléments principaux de l'intrigue, les principaux personnages, les principaux lieux, là, pour m'assurer que les étudiants soient en mesure de démêler ce qui se passait dans le roman. Ça les aidait beaucoup. Et aussi, quand je corrigeais les travaux des étudiants, à chaque fois que je tombais sur des réponses particulièrement bonnes, je les copiais-collais dans un autre document et ça me permettait de constituer un best-of des meilleures réponses de la semaine. Et ça aussi, je rendais ce document-là disponible à tous mes groupes ensuite. Et là, si on mettait ensemble correction Word, capsule préenregistrée, résumé et best-of, là, ça permettait aux étudiants d'avoir vraiment un portrait très clair en bout de ligne de ce qui se passait dans la partie du roman qu'ils venaient de compléter.
Et aussi, à chaque séance synchrone, je présentais un best-of des meilleurs mèmes de la semaine. Et ça, rapidement, c'est devenu comme le moment clé de la semaine. Les étudiants espéraient vraiment voir leurs mèmes se retrouver dans cette présentation-là. Et ça a beaucoup augmenté leur motivation. Donc, justement, bon, les exemples de mèmes, là, je veux pas prendre trop de temps, mais je vais mettre un document en ligne également, un best-of de ceux que j'ai reçus, mais on voit ici, ça fait référence à une scène là, dans la forêt de Coppet où H2E s'est tenu en joue par le narrateur espion qui lui-même est tenu en joue par une femme mystérieuse. Et les étudiants ont même trouvé, bon voilà, ces images-là dans lesquelles on a un autre personnage, un autre individu en retrait avec un fusil de précision qui menace l'ensemble de ces personnages-là. Ils ont associé cet individu au narrateur écrivain qui disons, a le contrôle du destin des personnages du roman qu'il écrit. J'ai trouvé que ça témoignait voilà, d'une très bonne lecture du roman. Donc, évidemment, ces étudiants-là ont eu le point boni. Aussi, certains mèmes que je recevais ne témoignaient pas d'une bonne compréhension du roman, donc ils n'obtenaient pas automatiquement là, un point boni. Il fallait quand même que je constate qu'ils avaient bien compris. Là aussi, bon, un mème assez connu, là, la solitude de Pablo Escobar dans Narcos. Mais là, ils ont associé ça quand tu arrives en retard à ton rendez-vous à l'hôtel d'Angleterre, à ton rendez-vous avec K à l'hôtel d'Angleterre. Donc voilà, vers la fin du roman, on parle ici du narrateur espion. Et donc, les avantages du mème, j'ai trouvé tout d'abord que ça brisait l'impression d'inaccessibilité de l'ouvrage. Comme je le disais tout à l'heure, par le passé, les étudiants avaient l'impression qu'ils ne seraient jamais capables de comprendre un roman comme celui-ci. Et donc, rapidement, ils baissaient les bras et se disaient simplement, c'est pas pour moi. Mais là, étant donné qu'ils avaient la motivation de faire des bons mèmes pour ainsi briller devant leurs collègues de classe, ben, ils ont redoublé d'efforts dans leur lecture. Donc, ça encourage les étudiants à fournir un effort de compréhension supplémentaire. Je remarquais ça aussi, surtout chez des étudiants qui n'ont pas nécessairement le profil habituel là, des étudiants qui sont très motivés dans leurs cours de français. On a beaucoup de techniques. À ANSIC, généralement, ben, les cours de formation générale, ils se sentent moins investis. Là, visiblement, les étudiants en technique adorent les mêmes, donc je suis allé les chercher beaucoup avec ça. Ça augmente de façon significative la qualité des travaux remis. Ça, c'est vraiment là, le principal avantage, c'est que oui, les mèmes étaient bons, mais étant donné qu'ils ont fourni un effort de lecture supplémentaire pour faire des bons mèmes, ben cet effort-là avait une influence directe sur la qualité des réponses. Le but premier de l'exercice, c'était d'écrire des bonnes réponses. Et là, c'était le jour et la nuit, là, si je comparais ces réponses-là avec ce que j'ai reçu lors des sessions passées. Donc, vraiment, là, un net avantage d'un point de vue de la motivation. Ça stimule leur créativité aussi, donc ils n'ont pas l'impression de juste comme faire une espèce de dissertation critique où ils font de la peinture à numéros. Là, c'est vraiment, ils avaient la chance de créer un peu. Alors, forcément, ça leur donnait une motivation additionnelle. Et même, je pourrais dire, ça rendait leur incompréhension ludique plutôt que frustrante. Comme je le disais tantôt, plusieurs étudiants par le passé gardaient un très mauvais souvenir du prochain épisode, mais là, si je me fie aux échos que j'ai eu des étudiants, c'est que même s'ils ont trouvé ça difficile, ils n'auront pas été traumatisés par leur lecture du roman, parce qu'en bout de ligne, ils vont se dire « Ah oui, ce roman-là était difficile, mais en bout de ligne, on a bien ri avec les mêmes qu'on a fait à partir du livre. » Donc, ça rend leur incompréhension ludique plutôt frustrante et ça ne vient pas comme briser leur rapport à la littérature en général parce qu'ils auront vécu un traumatisme. Ça augmente le sentiment d'appartenance au groupe. Comme je le disais, les moments où je faisais le best-of des mèmes, c'était souvent des moments très appréciés des étudiants. Et il ne faut pas négliger le fait que ben pour nous aussi, ça a des avantages parce que ça a rendu ma correction beaucoup plus agréable. Ça m'a comme redonné une nouvelle énergie pour affronter la fin de la session. Tu sais, c'est quand que ça arrive d'habitude qu'on corrige des travaux d'analyse littéraire, qu'on rit à gorge déployée. Ça arrive jamais, mais là, c'est arrivé. Donc, j'ai été gagnant dans ça. Les étudiants l'ont été aussi. Vraiment, là, même si on revient bientôt là, dans un mode d'enseignement en classe, je vais continuer d'utiliser les mêmes.
Bon, quelques désavantages très rapidement, là, parce que je ne pense pas que c'est majeur, mais peut-être que certains étudiants pourraient perdre de vue le réel objectif du travail, donc se concentrer juste sur les mèmes et négliger leur lecture et leur interprétation du roman. Mais bon, je n'ai pas vraiment eu de cas comme ça. Ça pourrait exclure les étudiants qui ne sont pas eux-mêmes des consommateurs de mèmes. Alors, encore une fois, j'ai l'impression que, étant donné surtout dans une période de confinement qu'on vit la moitié de notre vie le 7/8e de notre vie sur Internet, on est par la force des choses exposé à des mèmes. Donc, je ne pense pas que ça risque de s'appliquer, mais quand même, faut penser à ça. Et je dirais, si vous-même, en tant que prof, vous n'êtes pas un consommateur de mèmes, vous n'êtes pas trop sûr encore là, à la lumière de cette présentation-là de comprendre c'est quoi un mème, bien peut-être attendre encore un petit peu avant de proposer ça à vos étudiants parce que peut-être que votre incompréhension du concept va transparaître et on dirait que plutôt que d'avoir l'air du prof cool qui comprend la réalité de ses étudiants, en bout de ligne, ça va avoir l'effet contraire et ça va augmenter la distance parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir avoir l'air cool et d'échouer. Donc, faites attention à ce piège-là. Donc, en conclusion, eh bien, selon mon expérience, la création de mèmes permet aux étudiants de s'investir davantage dans leur lecture, ce qui est un grand défi auquel on fait face. Et peut-être le plus intéressant, c'est qu'en produisant des mèmes, ils sont appelés à reformuler ce qu'ils ont lu, ce qui améliore leur compréhension de l'ouvrage. Ils n'ont pas le choix de prendre une petite distance par rapport au contenu du livre, à se dire, bon, ce que j'ai lu, lequel parmi les modèles de mèmes que je connais pourrait s'appliquer à ça? Ah oui, et là, ils réfléchissent et donc, en bout de ligne, ça augmente leur compréhension. Et ça se manifeste voilà, dans les vraies réponses qu'ils fournissaient. Et moi, si vous avez l'intention de faire ça, je vous encouragerais donc d'intégrer les mèmes sous forme de points bonus parce que comme ça n'exclut personne. Ça donne pas, ça met pas trop de pression également sur le mème et comme ça, vous allez pouvoir être en mesure de voir si vraiment c'est une approche qui vous convient. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous invite à aller parcourir les documents que je vais mettre ou qui vous seront distribués sous forme de fichiers joints. Et donc, je vous souhaite à tous une excellente session. Et donc, bon courage. Je dirais même, je finirai avec un cliché, ça va bien aller. Arc-en-ciel. Salut.